Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc on se retrouve de nouveau, toujours dans la suite de vidéos concernant les bases du langage algorithmique. Donc on a vu la dernière fois le premier cours sur le langage algorithmique. Alors dans ce cours-là, donc on va voir la représentation d'un algorithme. On a vu qu'est-ce que c'était qu'un algorithme, c'était quoi un algorithme. Donc maintenant on va voir comment on représente un algorithme. Alors historiquement, il y a deux façons pour représenter un algorithme. On a ce qu'on appelle les organigrammes. Alors un organigramme c'est quoi? C'est une représentation graphique qui utilise des symboles spécifiques pour décrire ce qu'on veut faire, donc pour représenter la solution algorithmique. Alors on a un nombre limité de symboles, donc on a ce qu'on appelle une ellipse pour représenter, pour dire que c'est le début de l'algorithme ou bien c'est la fin de l'algorithme, c'est-à-dire la suite d'actions qu'on a vu la dernière fois. Pour commencer cette suite d'actions, donc on va représenter le début par une ellipse et lorsqu'on termine, on fait la même chose pour dire que c'est la fin de l'algorithme. On avait vu dans l'exemple qu'on avait la dernière fois, il y avait des actions. Donc, si on a des entrées-sorties, ou bien les données et les résultats, comment on va les représenter? Donc, en utilisant des parallélogrammes. Donc, si on a les données, par exemple, les oranges, l'eau, ainsi de suite, donc on va les introduire en utilisant ce symbole-là. Et lorsqu'on délivre le résultat, la même chose, on le met dans ce symbole. On va voir après un exemple. Ensuite, on a les traitements. Les traitements, c'est les actions. Ce qu'on avait vu la dernière fois, par exemple, laver, presser, tout ça, il se met dans un rectangle pour dire que c'est un traitement. Donc, lorsqu'on voit un organigramme, chaque symbole, il a un sens. Enfin, on a les tests. On avait dit, par exemple, la dernière fois, si les oranges ne sont pas propres, on va les laver. Donc, comment expliquer ça, ou bien comment dire qu'on va faire ce test-là? Donc, on utilise ce symbole qui est le losange et mettre ici la condition. Donc, par exemple, est-ce qu'elles sont propres? Est-ce que les oranges sont propres? Si c'est oui, on fait un traitement. Si c'est non, on fait un autre traitement. Et enfin, une flèche qui veut dire l'enchaînement des actions. L'enchaînement des actions, donc, action 1, action 2, c'est la suite d'actions de l'algorithme. On avait dit que c'est une suite ordonnée d'actions. Donc, pour exprimer l'ordre des actions, on utilise les flèches. Bon, c'est des symboles très simples. Donc, on voit là 1, 2, 3, 4, 5 symboles suffisent pour représenter l'algorithme. Cependant, cette représentation-là, elle est quasiment abandonnée de nos temps-là, aujourd'hui. Donc, on utilise autre chose qu'on va voir, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant de le savoir. Si je prends un exemple, supposons qu'on veut résoudre une équation ax plus b égale à 0. Donc, c'est une équation très simple du premier degré. Mathématiquement, on sait bien comment la résoudre. Donc, sa solution, c'est x égale à moins b divisé par a. Mais il faut faire attention maintenant au coefficient a. Si le a est nul, cette équation-là n'a pas de solution. Donc, ça, c'est l'analyse du problème. Donc, notre problème, c'est la résolution d'une équation du premier degré. Son analyse, donc, c'est trouver la solution de cette équation-là, qui mathématiquement, donc, c'est moins b sur a, mais à condition que a est différent de 0. Si le a est nul, on va dire qu'il n'y a pas de solution dans l'ensemble des réels dans R. Parce que si je passe au nombre complexe, donc, il doit y avoir une solution. Voilà. Donc, j'ai besoin de quoi? On avait dit que l'analyse, ensuite, définir les données et définir les résultats. Les données, c'est quoi? Donc, dans cette équation, j'ai besoin
du coefficient A, j'ai besoin du coefficient B. Le traitement, c'est celui-là. Donc, trouver la solution x égale à moins b sur A à condition que A est différent de 0. Si le A est nul, je vais dire qu'il n'y a pas de solution. Les résultats, donc, c'est quoi? C'est une racine qui est égale à moins b sur A ou bien un message qui va dire qu'il n'y a pas de solution. Une fois qu'on a défini les données terna, donc, on peut passer à l'élaboration de l'algorithme ou bien de la représentation de la solution. Alors, si on utilise des organigrammes, donc le début, on a dit qu'on va utiliser une ellipse. Ensuite, j'enchaîne. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin des données. Donc, je vais introduire les données. Les entrées-sorties, on a, voilà, bon, ça c'est l'enchaînement. Ensuite, le symbole qui permet d'introduire les données terna. Donc, c'est les deux valeurs A et B. Une fois qu'on a A et B, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire que je vais calculer la solution. La racine moins B sur A. Mais attention, on a dit qu'il faut tester est-ce que le A n'est pas nul. Parce que si A est nul, je ne peux pas diviser par A. Donc, je passe par un test. Le test, c'est, donc j'enchaîne, enchaînement, avec un test. Le test, c'est losange. Donc, je vais dire, poser la question, est-ce que A est égal à 0? Si le A est nul, donc j'ai là deux possibilités. Oui ou bien non. Supposons que je suis dans le cas de oui. A est nul. Si A est nul, je vais dire qu'il n'y a pas de solution. Donc, on va afficher le message. C'est ça le résultat. Le résultat dans ce cas, c'est un message. Le message, donc, on a dit qu'on utilise le symbole, celui-là, donc afficher pas de solution. Et ensuite, c'est fin. Ça y est, s'il n'y a pas de solution, je m'arrête. Je vais aller à la fin. La fin, on a dit que c'est toujours une ellipse avec fin. Il nous reste à traiter le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est A est différent de 0. S'il est différent de 0, donc j'ai un calcul à faire. Je dois calculer la racine x égale à moins b sur A. Donc j'utilise le rectangle pour dire que c'est un calcul, c'est un traitement. X égale à moins b sur A. Une fois qu'on a calculé, attention, ce n'est pas terminé. Ça veut dire que si je calcule, par exemple, si je vous demande de calculer 2 multiplié par 3, donc dans votre tête, vous savez que c'est 6. Mais tant que je n'ai pas demandé de parler, ou bien d'écrire, ou bien de faire n'importe quoi, donc vous avez le résultat, mais rien n'est affiché. Donc là, je dois suivre ou bien enchaîner par un affichage et dire que la solution c'est x. Donc afficher là la solution x. Une fois qu'on a affiché la solution, ça y est, c'est terminé. Donc je vais aller aussi à la fin. Donc vous voyez que quand même c'est quelque chose de beau, de clair. Si je vois là l'organigramme, donc vous pouvez, n'importe qui sait qu'est-ce que c'est que ces symboles-là, il peut lire la solution, il peut déchiffrer la solution. Mais imaginez qu'on a un grand problème où il y a beaucoup de traitements, beaucoup d'entrées-sorties, beaucoup de tests. Donc vous allez voir que l'organigramme, bon, il va poser problème déjà pour l'espace. Ça veut dire que ça ne sera plus clair, donc j'aurai besoin de des parties que je ne peux pas représenter sur la même page, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il vaut mieux passer à autre chose, à une autre représentation. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle un algorithme, justement. On les appelle des algorithmes. Alors, c'est quoi un algorithme? Point de vue autre que la définition, c'est-à-dire point de vue représentation. C'est quoi un algorithme? Donc, c'est une représentation textuelle, c'est-à-dire qu'on va l'écrire sous forme de texte, normalisée. Normalisée, ça veut dire qu'elle doit respecter une certaine syntaxe, une certaine règle d'écriture. On ne va pas l'écrire n'importe comment. Donc, comme on l'a vu avec les organigrammes, donc vous avez les symboles qui ont des significations. Donc, n'importe qui, lorsqu'il voit ces symboles-là, il peut comprendre la solution. La même chose pour les algorithmes. Donc, on doit respecter certaines règles, respecter une certaine syntaxe, une certaine norme, de telle sorte que lorsque je vois le texte, je peux comprendre la solution. Alors, la structure générale
d'un algorithme, elle ressemble beaucoup à une recette de cuisine. C'est pour ça qu'on avait donné la dernière fois l'exemple de la préparation du jus. C'est parce qu'il y a une très grande similitude entre un algorithme et une recette de cuisine. Donc, ce n'était pas au hasard qu'on avait donné cet exemple-là. Alors, une recette de cuisine, vous le savez bien, donc pour n'importe quelle personne qui a juste des petits cahiers de cuisine, ou des livres de recettes de cuisine, donc il voit qu'une recette, elle est composée de 3 parties. Le titre de la recette, les ingrédients de la recette et la préparation, comment préparer cette recette-là. Par exemple, le titre jus d'orange, qu'on avait vu la dernière fois, les ingrédients, donc des oranges, 4, 5 à 8 oranges, de l'eau, du miel, les dates et quelques outils, ainsi de suite. Tout ça, c'est les ingrédients. Ensuite, la préparation, c'est ce qu'on avait vu, laver, couper, presser, ainsi de suite. Alors, ces 3 parties-là, ils ont une correspondance avec l'algorithme. On va dire que l'algorithme est composé aussi de 3 parties. Une partie en tête, une partie déclaration, une partie action. Une partie en tête qui va correspondre au titre, une partie déclaration qui va correspondre aux ingrédients, et une partie action qui va correspondre à la partie ou bien préparation. Alors là, dans un algorithme, au lieu d'utiliser des symboles comme les organigrammes, on utilise des mots spéciaux qu'on appelle des mots réservés ou bien des mots-clés. Si vous vous souvenez, lorsqu'on avait parlé des règles d'écriture des identificateurs, on avait dit qu'on ne peut pas utiliser quelques mots spéciaux, qu'on avait appelés les mots-clés ou bien les mots réservés, comme nom des objets. Et bien pourquoi? C'est parce que ces mots-clés-là, ça sera comme des symboles. Donc lorsqu'on les voit, on va reconnaître qu'est-ce que ça signifie. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser des noms d'objets ou bien des mots réservés pour les noms d'objets. Parce que sinon, il va y avoir une confusion, il va y avoir des ambiguïtés. Est-ce que ce nom d'objet veut dire un symbole que je connais bien, qu'est-ce qu'il veut faire, ou bien c'est un nom d'objet indépendant. Donc c'est pour ça que les mots-clés ou bien les mots réservés, on ne peut pas les utiliser comme étant des noms d'objets. Alors, on va traiter maintenant chaque partie à part. Partie en tête. C'est la partie la plus simple dans un algorithme. C'est très simple, donc elle permet de définir le nom de l'algorithme. Pour cela, donc, on utilise un mot-clé algorithme. Ça veut dire que ce mot-là ne peut pas être un identificateur d'objet, parce que c'est un mot réservé. Si j'utilise algorithme, ça veut dire que ce qui vient après, c'est le nom de l'algorithme. Donc, on l'utilise suivant une syntaxe. C'est pour ça qu'on avait dit que c'est une forme normalisée. Donc, elle a une certaine syntaxe qu'il faut respecter. Comment? Donc, voilà la syntaxe. C'est le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme avec un point virgule à la fin pour dire que c'est la fin du nom de l'algorithme. Alors, j'insiste là sur la syntaxe parce que lorsque vous allez passer au programme, donc lorsque vous allez passer au langage de programmation, chaque langage il a sa propre syntaxe, donc il faut s'habituer à respecter les syntaxes. Donc, dans l'algorithmique, on a une certaine syntaxe à respecter. Et lorsque vous passez dans les langages de programmation, vous devez aussi apprendre la syntaxe de chaque langage. Bon, pour le moment, vous allez faire le C seulement. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans vos études, donc vous allez apprendre d'autres langages et vous allez voir que chaque langage il a ses propriétés, sa syntaxe à respecter. Donc pour la partie en tête, c'est tout ce qu'il y a. Alors nom algo c'est quoi? C'est un identificateur. Et si je dis que c'est un identificateur, ça veut dire que pour le construire, il faut respecter les règles qu'on a vues la dernière fois. Donc il doit commencer par une lettre,
ne pas utiliser des symboles autres que l'alphabet et le sous-tiré, ainsi de suite. Et comme remarque, donc on avait dit qu'il vaut mieux choisir un nom représentatif, significatif, qui représente la solution. Par exemple, je vais dire algorithme, facture, point virgule. Lorsque je lis ce titre-là, je sais bien que ce qui vient après, c'est une facture, c'est un algorithme d'une facture. Algorithme équation, donc c'est un algorithme qui va résoudre une équation. Algorithme calcul somme, donc d'après le titre, c'est pour ça que j'ai dit significatif. D'après le titre, je peux savoir déjà je peux avoir une idée sur ce que va faire cet algorithme-là. Alors, vous remarquez là que j'ai écrit algorithme avec un A majuscule. Je peux toujours l'écrire avec un A minuscule parce qu'on avait dit la dernière fois que en algorithmique, on n'est pas sensible à la casse. Ça veut dire que écrire algorithme avec A majuscule ou bien A minuscule, c'est exactement la même chose. Bien, donc c'est tout ce qu'il y a pour la partie en tête. C'est très très simple. Utilisez le mot-clé algorithme, suivre avec un nom que vous choisissez en respectant les règles de construction de l'identificateur, suivi d'un point virgule. La partie déclaration. La partie déclaration, donc, ça correspond aux ingrédients. Ça veut dire que dans cette partie-là, on va déclarer tous les objets manipulés dans l'algorithme. Donc, on avait dit que lorsqu'on écrit un algorithme, on utilise souvent des variables ou bien des constantes qu'on avait appelées des objets. Alors, ces constantes-là, bien ces variables, les objets, doivent être déclarés dans cette partie-là. Et si vous vous souvenez la dernière fois, on avait dit que chaque objet est caractérisé par trois choses: le nom, le type et la valeur. Donc, à ce niveau-là, dans cette partie, on donne le nom et le type pour les objets de classe variable. Et on donne le nom et la valeur pour les objets de classe constante. On avait dit que les objets ils sont de deux classes. On a les objets variables et les objets constantes. Vous pouvez revoir la vidéo de la dernière fois pour savoir qu'est-ce que c'est exactement. Alors là aussi, on a une certaine syntaxe. On a toujours la syntaxe à respecter parce qu'on avait dit que c'est une écriture textuelle normalisée. Donc, elle respecte une certaine syntaxe. La syntaxe de déclaration pour les deux types d'objets, que ce soit variable ou bien constante, c'est la suivante. Alors là, on utilise le mot-clé const, qui veut dire constante. Alors si je dis const, ça veut dire que ce qui va venir, c'est une constante. C'est un objet de classe constante. Alors, qu'est-ce qui vient juste après const? C'est l'identificateur de l'objet, c'est le nom de l'objet, suivi du symbole égal, suivi de la valeur. Parce qu'on avait dit que la constante, elle a une valeur constante le long de l'algorithme. Elle ne peut pas changer parce que les objets de type constant ne peuvent pas changer de valeur. Pardon. Donc, je donne la valeur dès le début, suivi toujours d'un point virgule. Alors, ce point virgule va nous suivre le long de l'algorithme. Donc, dans toute la solution, à chaque fois que on termine une action, je vais faire le point virgule là, où je vais mettre ce point virgule. Donc, si je veux déclarer un objet de type constant, voilà sa syntaxe. Je donne le mot-clé const, je donne le nom de l'objet, identificateur de l'objet, égale la valeur de l'objet. Alors, n'oubliez pas que toute cette syntaxe-là, c'est pour que la machine va comprendre ce qu'on demande. Le but d'Ana, si vous avez suivi la première vidéo sur l'introduction, que le but d'Ana, c'est de pouvoir communiquer avec la machine. Et pour pouvoir communiquer avec la machine, donc on doit lui donner des ordres qu'elle peut comprendre. Bien sûr, on avait vu que la machine ne comprend que son langage, et donc on était obligé de passer par des traducteurs, des interpréteurs, donc des compilateurs. On va voir après peut-être le détail. Et donc, lorsque j'écris de cette manière-là, celui qui va traduire cet algorithme au langage de la machine, donc il va pouvoir le faire facilement.
C'est pour ça qu'on doit quand même respecter un certain langage. Ça veut dire que si je veux traduire, par exemple, un texte du français vers l'arabe ou l'inverse, je dois écrire le texte convenablement dans la première langue, de telle sorte que celui qui va traduire, il peut le faire facilement. Par exemple, si je veux traduire un texte de l'arabe vers l'anglais, et je vais dire, c'est pas, je vais utiliser le langage familier ta'na hagdak, bon, l'lahja ta'na n'importe comment. Donc, celui qui va traduire, il doit comprendre déjà le texte en arabe. Donc, si j'utilise des mots qui ne sont pas des mots en arabe, il ne peut pas faire la traduction. Donc, là aussi, on doit respecter cette syntaxe-là pour que celui qui va traduire notre solution à la machine, celui qui va interpréter notre solution et la donner à la machine, il peut le faire facilement. C'est pour ça qu'on doit respecter cette syntaxe-là et les mots-clés, parce que ce sont les mots de base pour traduire la solution. Pour déclarer les objets de type variable, on utilise le mot-clé var, suivi du nom de l'objet, ou bien de l'identificateur de l'objet. Alors là, vous voyez que je mets 2 points. Pour les constantes, on met égal. Pour les variables, on met 2 points. Et là, je mets le type de l'objet. C'est-à-dire la deuxième caractéristique de l'objet, je la mets ici. On avait dit que le type de l'objet, c'est le domaine de définition. Suivi toujours par le point virgule. Donc, ID objet, que ce soit pour les constantes ou bien pour les variables, c'est l'identificateur de l'objet, c'est le nom de l'objet. Valeur objet, donc c'est la valeur de l'objet, c'est la troisième caractéristique. Là, on avait dit que la valeur, c'est instantané, donc à chaque instant, elle peut avoir une valeur. Mais pour les constantes, comme elles ne peuvent pas être changées, donc la valeur, elle est connue dès le départ et elle ne va pas changer. Le type objet, donc c'est la troisième caractéristique, plutôt la deuxième caractéristique de l'objet, c'est le type, c'est le domaine de définition. Exemple, je vais mettre const, donc c'est une constante, pi, c'est le nom de l'objet, égale 3,141592, point virgule. Ça veut dire que dans la solution, si je vais utiliser l'objet pi, sa valeur, ça sera 3,141592 dans toute la solution. Et elle ne veut pas changer. Si je prends la variable âge, donc je vais dire que c'est un objet variable, âge, son type c'est un entier. Donc 2 points, entier, point virgule. Sa valeur, on avait dit que pour les objets variables, leur valeur apparaît à l'exécution, dans la partie action. Donc elle peut changer. Donc là, ici, je ne donne pas de valeur. Par contre, pour les constantes, on est obligé de donner la valeur. Alors, si on utilise plusieurs objets variables, c'est pas la peine de mettre à chaque fois var âge entier, var tel, mais on peut les regrouper pour faciliter un peu l'écriture. Donc, les objets de même type, par exemple, tous les objets de type entier, je peux les regrouper en les séparant par des virgules. Par exemple, je vais dire var note 1, virgule note 2, virgule moyenne, ce sont des réels. Et là, je vois un autre type. Ici, on a pris le type entier. Et là, on a pris le type réel. Donc, je sépare avec des virgules. Je peux faire ça comme je peux faire note 1, 2 points réels, point virgule, note 2, 2 points réels, point virgule, moyenne, 2 points réels, point virgule. Mais c'est plus facile, c'est plus pratique de les regrouper en les séparant ici par des virgules. Et là aussi, donc, c'est une syntaxe. Ça veut dire qu'il faut respecter. Je ne peux pas mettre ici point virgule. Parce que point virgule, ça veut dire c'est la fin. Donc là, pour séparer les noms d'objets de même type, je les sépare par une virgule. Et voilà, on va s'arrêter ici et on va voir la troisième partie, ou bien avant la troisième partie, on va voir ces déclarations-là, d'autres comment
quel sera l'effet de cette déclaration sur la machine. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois, Inch'Allah.